Bonsoir à tous. Le micro ne sert pas pour que vous m'entendiez mieux, c'est pour l'enregistrement, c'est pour le replay. Du coup, c'est pour ça, c'est pas. Voilà. Merci d'être venus. Aujourd'hui, on va un peu parler de ce livre qui a été écrit par Tristan et Rémi, qui s'appelle Discovery Discipline. Discovery Discipline. Bon, voilà. On vous donne le bienvenu ici avec Julien, qui est l'un des cofondateurs des Design Crew, ici dans nos locaux. J'explique juste pour ceux qui ne connaissent pas des Design Crew, nous sommes une entreprise spécialisée dans le product design. On a plusieurs leviers, plusieurs verticales, dont la formation, le studio et aussi une partie career pour justement l'accompagnement des profils et le matching avec les boîtes tech ici à Paris. Et je vais laisser la parole à Julien qui va présenter aussi nos intervenants. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir et bienvenue. C'est un peu les retrouvailles là pour moi ce soir, parce que j'ai eu la chance de travailler chez Blablacar à une époque et de rencontrer Rémi et Tristan. Et je suis ravi de vous avoir ce soir pour qu'on parle de ce livre que Chiara a parlé rapidement. Avant qu'on se lance dedans, un petit mot sur le format. On va discuter à peu près pendant 1 heure. Et sur cette heure-là, moi je vais poser pendant 40 minutes des questions à Rémi et Tristan. Et pendant 20 minutes, vous aurez l'opportunité également de poser vos questions. Donc commencez déjà à les préparer, commencez déjà à réfléchir à ce que vous voulez poser. Et avant de vous laisser le micro pour vous présenter, juste à main levée là, les gens qui ont un background product management dans la salle, levez la main, quelques-uns. Voilà, merci. Les gens qui ont un background design, product design, UX design, etc. Pas mal de gens également. Et les gens qui n'ont ni l'un ni l'autre, mais qui sont curieux sur le sujet dont on va parler ce soir. Donc on est entre gens, on est entre gens quasiment gens du produit. Et les gens qui n'ont pas compris la question. Cool, bienvenue. Merci. Et bravo pour le bouquin d'ailleurs. Ça a l'air de bien marcher, on voit vos têtes un petit peu partout en ce moment. Avant qu'on parle vraiment du bouquin, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, de qui vous êtes? Ouais. Donc moi je m'appelle Tristan Charvilla. Mon parcours, ça a été d'abord un parcours en psychocognitive, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au sujet de design, il n'y avait pas de parcours design. On n'avait pas la chance d'avoir de design crew à l'époque. Donc le cursus, c'était ça. Et en 2005, j'ai commencé avec un marché qui était très peu mature. Donc on était essentiellement sur des tests utilisateurs pour démontrer les faiblesses des environnements digitaux, pour ensuite aller sur des pratiques de reconception. C'est comme ça qu'on arrivait à rentrer chez le client à l'époque. Ensuite, je suis parti chez PayPal pendant 5-6 ans. Fantastique expérience, super boîte. On dit toujours que je suis tatoué PayPal quelque part sur le corps, et c'est un petit peu vrai, peut-être très vrai. Cette période-là était intéressante parce que c'était la période où on commençait à avoir le design thinking qui revenait des États-Unis, et donc l'opportunité dans une boîte américaine depuis la France, c'était un peu la chance d'avoir la tête là-bas et le pied ici. Donc ça a permis de travailler déjà assez tôt en fait sur les problématiques de design thinking et d'essayer de les aligner avec des problématiques plus locales et puis un écosystème qui est peut-être un petit peu moins mature sur ce sujet. Et ensuite, je suis parti chez Blablacar, où j'ai travaillé d'abord sur une application qui s'appelle Blablacar Daily, qui est en fait un Blablacar pour le domicile travail. Et ensuite, j'ai eu la responsabilité de l'équipe design, et puis ensuite de l'équipe design plus de la brand et du product marketing. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça a alimenté pas mal le livre aussi, d'avoir une perspective où on englobe un peu plus loin que l'équipe classique produit, design, tech. Et là, la mission, c'était vraiment de construire le product marketing chez Blablacar, qui était peu existant, qui existait un peu, mais qui n'était pas très structuré, et de l'insérer dans une logique de product discovery, en fait, parce que c'était beaucoup ça qu'on faisait. Donc ça, c'était très intéressant. Et dernièrement, il y a 1 mois, j'ai rejoint Malte, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une marketplace pour les freelances, donc qui met en relation des freelances et des clients, avec l'ambition
un peu de disrupter le monde des SS2I ou des ESN qu'on appelle maintenant, donc c'est Capgemini, ces espèces de grosses structures comme ça énormes, qui font une sorte d'intermédiaire en fait entre un client et potentiellement un freelance. Donc voilà, la mission de Malte, c'est ça. Oui. Donc moi je m'appelle Rémi Guyot. Donc moi j'ai plutôt commencé par des études en communication. Pendant quelques années, j'ai un peu butiné à gauche et à droite. Donc j'ai bossé à la mairie de Lyon, j'ai bossé dans une agence, j'ai bossé dans une association pendant 3 ans dans le domaine de la santé et de l'éducation. Jusqu'à ce que j'ai la révélation et je découvre le concept d'ergonomie appliquée au web, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et je me dis voilà, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et donc à ce moment-là, un peu par hasard, j'ai eu l'occasion de rentrer chez PayPal. Au départ, en étant très centré sur les concepts de contenu, notamment de localisation de contenu pour le marché français. On a eu l'occasion avec Tristan de commencer à bosser ensemble sur des problématiques de design. Et après, au bout de 7 ans, je suis parti chez Blablacar, donc on a continué à travailler ensemble. Mais au bout de quelques temps, on m'a proposé de prendre des responsabilités en termes de product management, ce qui m'intriguait beaucoup. Donc je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Et donc aujourd'hui, je suis Chief Product Officer chez Blablacar. Voilà. Et donc là, vous venez d'écrire un livre sur, voilà, tu l'as là, un petit livre orange, sur la discovery. Et il y a un parallèle qui est fait au début du livre, je pense, sur le double diamant. Ouais. Sur la discovery, sur Discovery Discipline. Le double diamant, donc, c'est un design process qui alterne les phases convergentes et divergentes. C'est une critique que vous avez émise sur ce design process. Et avant qu'on parle de ça, vraiment, la discovery, dans le double diamant, il y a une phase qui s'appelle discovery. Pour vous, la discovery, c'est quoi? Est-ce que ça va, c'est la première phase du double diamant? Est-ce que c'est les 3 premières? Est-ce que c'est l'intégralité du double diamant? Où est-ce qu'on se situe par rapport à votre champ d'action sur Discovery Discipline? Peut-être qu'une manière... non, pour moi, Discovery, c'est clair si on l'oppose à la partie Delivery. Et donc, la différence entre les deux que moi je ferais, c'est Discovery, on cherche à découvrir, c'est vraiment ça la traduction du terme, découvrir la solution qu'on souhaite apporter à un problème. Donc, dans le parcours de Discovery, il y a une phase de clarification du problème. Alors que la partie delivery, on a une idée du problème qui est une idée de la solution qui commence à être relativement claire, mais on se dit comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on l'amène aux utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser pour de vrai. Donc peut-être que la grande distinction, elle est dans le degré de confiance qu'on a dans la solution qu'on cherche à apporter. Voilà. Je crois qu'on a eu, cette période chez PayPal où le design thinking arrivait, elle a été un peu fondatrice de ce sujet, pour répondre à ta question. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens, ou en tout cas de pratiques autour de la discovery, comme la découverte du problème plus que de la solution. Et on a fait avec Rémi pas mal de séances de design thinking à l'époque, et on se rendait compte que souvent on arrivait à une solution un peu molle. Pour le dire franchement, même on faisait des prototypes en pâte à modeler. Et ça restait un petit peu un prototype en pâte à modeler. Et donc on se rendait compte que les solutions auxquelles on arrivait avec le process classique, c'était des solutions qui, une fois sur 30, allaient en delivery en fait. Donc c'était vachement bien pour ouvrir les chakras, pour faire de l'évangélisation. Ça, c'était très efficace. Par contre, pour aller en delivery, ça ne l'était pas du tout, parce que je pense qu'on passait beaucoup plus de temps à ingénierer le problème qu'à ingénierer la solution. Et donc, cette jonction avec la delivery, elle ne se faisait pas. Et on a eu quelques moments même de malaise, avec des groupes très opérationnels, très solides, qui attendaient quelque chose de concret et qui sortaient avec un Lego ou un prototype en papier. Et là, on se disait, je crois qu'il me manque une brique, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est pour ça que je crois qu'on a un peu étendu la définition de la product discovery pour vraiment arriver à un livrable qui va partir en delivery. Okay. Et si on revient donc sur l'intégralité de ce que vous proposez avec cette méthode Discovery Discipline, si vous devez nous briefer en 2-3 minutes qui veut se lancer dans cet exercice pas facile de simplifier ou de résumer, synthétiser la méthode. Ouais, je t'en prie. Il y a quelqu'un qui a tweeté, je lis Discovery Discipline, je suis comme une
une mouette avec une frite. J'ai trouvé le pitch très intéressant. Donc c'est un premier pitch. Ça veut dire quoi? C'est les frites pour les mouettes. Je sais pas, il était suisse. Et peut-être que c'est une expression là-bas. Je trouvais ça chouette. Plus sérieusement, la Discovery Discipline, c'est un framework. Voilà. Donc c'est un peu une ossature pour dérouler un projet. Et on l'a fait beaucoup pour faire travailler le design et le produit main dans la main. Notre stratégie avec Rémi, et d'ailleurs si aujourd'hui il est CPO, il est passé de l'autre côté de la force, ben, c'est bien parce qu'on travaillait ensemble dans cette dynamique du produit. On a toujours pris l'appel d'air du produit pour faire avancer le design et envoyer le design comme au service du produit. Donc cette méthode, on l'a construite pour le produit et le design, travailler ensemble. Et ce qu'on apporte dedans, c'est il y a 7 étapes, on va peut-être en parler plus en détail, mais en gros il y a 7 étapes et chacune des étapes, c'est un angle de regard sur le produit, sur la solution qu'on va construire. Voilà. Et donc chaque étape nous permet d'apporter davantage de clarté et pour terminer avec la solution. En fait, on croit profondément que la solution, elle existe, mais qu'il faut la trouver. Et donc chaque étape, elle permet d'enlever du bruit pour parvenir à trouver cette solution. Donc on a un angle business, un angle marketing, on a tous les angles qui permettent d'avoir cette solution. C'était un peu long comme pitch. Hein. Non, c'était très bien. Je pense que tu as tenu les 2-3 minutes qu'on s'était donné. Okay. Ici, à The Design Crew, on fait, entre autres, de la formation. Et j'ai eu de la chance de pouvoir faire des cours et enseigner le product design à des centaines de personnes maintenant. C'est plutôt cool. Il y a un des premiers trucs que je leur dis, c'est que le product design, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre des instructions à la lettre tout le temps les mêmes, résoudre tous les problèmes complexes que peut avoir un produit et mettre tout le temps les mêmes ingrédients dedans. Et quand je vois une approche comme ça, un petit peu de premier réflexe, c'est encore une recette, est-ce que je dois changer mon discours? C'est ça la question. Oui et non, c'est-à-dire que oui, nous, le parti très fort du livre, c'est de définir 1, 7 étapes, 2, on pense qu'il faut toujours passer par ces 7 étapes, et 3, on définit même à l'avance le rendu de chaque étape. Donc de ce point de vue-là, ça semble contradictoire avec ce que tu dis. En revanche, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que la quantité de temps qu'on va passer sur chacune des étapes est complètement variable. La métaphore que nous on utilise pour parler de ça, c'est comme un accordéon. Donc tu peux complètement étendre le truc ou le réduire, etc. Tu as toujours les 7 étapes, mais tu peux le compresser ou l'étendre en fonction justement de ton projet. Et le deuxième aspect, c'est qu'à l'intérieur de chaque étape, en réalité, nous dans le livre, on propose plein de manières de résoudre chacun des sujets. Et là, c'est un peu à la carte. Et donc, voilà, il y a une partie de ton point de vue où je suis d'accord, c'est que chaque problème est complètement unique et donc il faut se plonger dedans. En fait, il ne faut pas se dire non, j'ai ma recette et je la déroule en ayant à peine compris ce que je suis en train de faire. Je pense qu'au contraire, il faut se plonger dans la complexité du problème. Mais la raison pour laquelle nous, on a décidé de choisir un nombre d'étapes précis et des livrables précis, c'est ça un peu. En fait, on s'appuie sur le double diamant. Je ne crois pas qu'on est en opposition avec le double diamant. On se dit juste, on a l'impression que c'est tellement difficile le travail de design que si en plus la manière dont tu vas le faire, c'est complètement différent à chaque fois, c'est difficile de devenir meilleur, de devenir bon. Et donc, de répéter toujours la même manière de définir le problème utilisateur, par exemple, on a l'impression que c'est plus efficace pour bien le comprendre, plutôt que de dire non mais moi en fait je vais improviser la manière dont je le définis. Donc c'est de ce point de vue-là où on a l'impression que nous on essaie de trouver le juste équilibre entre un certain nombre de choses qui sont effectivement rigoureuses, disciplinées et beaucoup de liberté entre les deux. Voilà. Tu parlais du double diamant, il y a quelques, tu vois, les deux critiques principales autour de cette méthode, c'est la première, c'est la place donnée aux phases divergentes et convergentes. Elles ne sont pas égales en réalité sur un vrai projet. C'est facile de diverger, c'est beaucoup plus compliqué de prendre, plus douloureux de prendre des décisions. Oui. Là, je suis, et j'ai pu rendre compte au fur et à mesure des projets que j'ai pu mener. L'autre, c'est le nombre d'itérations, de cycles en fait. C'est-à-dire que double diamant de cycles, là, ce que vous proposez, c'est 7 phases divergentes et convergentes. Ces phases-là, en fait, j'ai l'impression qu'elles se sont sur des angles différents, business, marketing, etc. Est-ce que
ça coupe toute place à l'empirisme. Parce que une des critiques du double diamant, effectivement, c'est qu'il n'y a que 2 phases, et qu'en réalité, tu fais souvent la même, en fait. Et pas forcément cette phase différente, mais la même plusieurs fois, parce que tu ne peux pas trouver la solution du premier coup, en fait. J'ai l'impression qu'avec la méthode là, finalement, tu te plantes plein, et tu avances comme ça, linéairement. Parce que c'est... En fait, dans la méthode, ce qu'on cherche à faire, c'est couvrir cette dimension qui nous semble incontournable pour construire un projet. Donc, dans ce sens-là, typiquement, d'ailleurs, au début, on se disait que ce ne serait pas cette étape, c'est cette question, en fait. C'est juste des questions. Est-ce que tu es clair sur l'objectif de ton projet? Le KPI que tu veux actionner, est-ce que tu es clair dessus? Est-ce que tu es clair sur le problème que tu cherches à résoudre? Est-ce que tu es clair sur un positionnement que tu vas construire autour? Et ces questions-là, pour revenir à ta question précédente, elles sont un peu incontournables. On a du mal à imaginer que je fais un projet, je construis une fonctionnalité, mais par contre, le problème qu'elle adresse, non, ça, je ne le traite pas. Donc, dans ce mode un peu recette, oui, si tu ne mets pas de farine dans ton gâteau, tu n'as pas de gâteau, et ça, on pense que c'est essentiel. Donc, c'est cette question, elle couvre ça. Après, c'est vrai qu'elles apparaissent linéaires, parce qu'en fait, elles construisent au fur et à mesure la solution. Difficile de commencer par un design avant d'avoir figuré le problème. Donc, on les a ordonnées dans un sens qui fait qu'on raconte l'histoire au fur et à mesure. Maintenant, sur ton point d'itération, rien n'empêche, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, d'itérer soit sur une phase sur laquelle on sent bien qu'on peine, soit sur arriver à un moment où on se rend compte que finalement, une phase précédente, on ne l'a pas faite comme on voulait, et de revenir à cette phase. Si je prends un exemple concret, je travaille mon pitch, je pense à un positionnement qui me semble judicieux, j'avance, je commence à rentrer en test et je commence à confronter les choses, je vois qu'en fait ça dérape, ou que dans ma création de design, je n'arrive pas à accorder ma vision et ma création, rien ne m'empêche de revenir. Donc l'itération est maintenue, c'est la même logique, sauf que je crois que c'est un petit peu plus cadré qu'un double diamant où on dirait explore et converge. Où est-ce que typiquement je vais trouver mon objectif, où est-ce que je vais trouver mon problème. Ça pour nous, c'était très flou. Donc ça nous a beaucoup servi à rationaliser ce process, mais à ne rien changer sur la dimension itérative. Sur la méthode, tu disais il y a beaucoup d'exercices différents. Donc, il y a toute une palette en fait, que vous offrez avec le bouquin. Et il y a un truc incontournable, c'est les livrables. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tu parlais tout à l'heure du problem statement. Je ne sais pas quel mot tu as employé exactement, mais ça en fait partie, je pense. Ouais. Vous pouvez nous détailler un petit peu ces livrables-là? Ouais. Alors, on peut prendre celui-là. Donc celui-là, c'est la deuxième étape qu'on appelle observer. Et le livrable, donc il y a beaucoup d'anglicisme dans le livre, il s'appelle le first use case, donc le cas d'usage principal. Et il y a 2 particularités à ce livrable-là. Donc ça vise à essayer de clarifier pour l'équipe qui travaille sur le sujet quelle est la situation de l'utilisateur pour qui on cherche à apporter une solution. Et les 2 particularités, c'est on appelle ça le first use case parce qu'on force l'équipe à clarifier quel est le cas d'usage principal plutôt que quels sont les 40 problèmes dont on a entendu parler quand on a essayé de discuter avec les utilisateurs potentiels, etc. Donc on force un travail de priorisation, de convergence extrêmement fort, qui est souvent très inconfortable parce qu'on a l'impression de passer à côté de choses. Mais donc ça c'est une des particularités de ce livre-là. Et la deuxième particularité, c'est qu'on propose un template même pour le formuler, qui vise à définir non seulement qui est la cible, mais aussi quelle situation précise elle rencontre, quelle contrainte se trouve sur son chemin qui fait qu'elle est obligée de résoudre son intention d'une autre manière. Et le fait de suivre ce template-là, au lieu de contraindre, ça aide en fait. Ça aide à formuler avec précision quel est le problème qu'on va chercher à résoudre, et ça va donner plein d'indices pour la suite. Alors que si, moi en tant que designer, on me dit tiens, formule un problème utilisateur, la probabilité que je vais le faire de la manière la plus efficace qui soit, elle est un peu plus faible selon nous. Et en fait, toutes les activités qui sont dans le livre et les livrables, ils ont une particularité, c'est que des choses qu'on a utilisées des dizaines et des centaines de fois. Donc il y a plein d'autres trucs qu'on a testés dans nos vies de designer qui n'ont pas marché, en tout cas qui n'étaient pas si efficaces que ça. Ceux-là, ils ne sont pas dans le livre. Ce qu'il y a dans le livre, c'est un peu ce qui a tenu un peu le test du temps.
Et donc ce template-là, en plus, lui, nous tient particulièrement à cœur parce que c'est presque le point de départ du livre. Et quand je dis point de départ, c'était il y a une dizaine d'années. On s'était rendu compte qu'en tant que designer, tous les deux, quand on travaille avec des product managers, ce qui nous faisait perdre un temps fou, c'était précisément que les product managers avec qui on travaillait n'étaient pas capables de répondre à cette question, c'est quoi le cas d'usage principal? Je comprends les objectifs business, il y a 40 utilisateurs possibles, mais en fait, si je dois en choisir qu'un autour duquel optimiser tout le travail de design, c'est quoi? Et tant qu'on n'arrivait pas à cette réponse, on travaillait là-dessus. On ne commençait pas à mettre les mains dans les fichiers de design, on travaillait sur cette clarification-là. Parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'il y avait plein de travail de divergence plus tard qui allait être complètement jeté à la poubelle, parce qu'en fait, on allait définir beaucoup plus tard. Alors, en fait, si on doit faire des choix, voilà ce qu'on va choisir comme design, qui était en fait la décision de départ de choisir le cas d'usage principal. Donc ça, c'est un exemple de livrable qui, par sa force de convergence, essaie de définir le plus tôt possible ce qui va être nécessaire pour tout le projet. Et pourquoi un seul, tu vois, pas 2, 3 par exemple, qui couvrent 80% ou 90% des cas à traiter finalement? Alors en fait, là, pour nous, est-ce que si je prends un projet qui passe par tout ce processus-là, à la fin on a l'impression d'avoir une solution solide et que ça part en delivery, probablement qu'il va falloir qu'on tienne compte d'autres cas. Parce qu'en réalité, c'est pas vrai que tu peux faire une application que pour un type d'utilisateur, il y a souvent des cas secondaires, etc. Mais on a l'impression que intégrer cette complexité-là trop tôt, ça a tendance à te faire des choix de design qui sont un peu des compromis trop tôt. Et donc on pense que c'est plus intéressant dès le départ de dire en fait, si je devais choisir, j'optimise pour ça. Et une fois que tu as trouvé ta solution autour de ça, rien ne t'empêche de te dire bon, bah, ok, maintenant j'ai ça qui est clair. Mais dans ce deuxième ou ce troisième cas, comment est-ce qu'on pourrait quand même apporter une solution? Mais tu construis par rapport à un socle qui est solide, quoi, et qui contient des choix forts. Les autres livrables, est-ce que vous pouvez en parler? Peut-être un chacun, celui que vous préférez, le plus important selon vous? Notre préféré? Ouais, on a des préférés. C'est comme les enfants, c'est difficile. Non. Ouais, juste pour compléter, pour nous, les livrables, ils servent à clarifier. C'est des témoins de clarté. On parlait de l'accordéon tout à l'heure, qu'on peut passer beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps sur une étape, parce que peut-être qu'on est super clair dès le départ, en fait. Donc, pour commencer par un livrable que j'aime beaucoup, c'est le livrable de Claim. Donc, les 7 étapes, il y a 7 étapes, ça fait Focused, F-O-C-U-S-E-D. Voilà, donc le claim, c'est le C, la 3e étape. Et dans cette étape, le livrable, c'est le tweet de lancement de la fonctionnalité. Voilà, donc on a 280 caractères pour écrire ce qu'on écrirait à notre public quand on va annoncer la fonctionnalité. Peut-être qu'on ne le fera pas, hein, peut-être qu'on ne fera pas de tweet, mais peu importe, l'exercice, c'est d'être capable de le rédiger. Ça peut aller très vite, en fait, de rédiger ça, ou ça peut être très long. C'est pour ça que pour moi, c'est un révélateur de clarté de pensée. Si je suis très clair, je vais le faire vite. Si je ne sais pas le faire, j'ai peut-être un problème. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à expliquer ma fonctionnalité en 280 caractères? Donc, tu vois, ces livrables servent vraiment à ça. C'est les témoins. Et après, tout ce qui se passe avant, c'est la liberté totale. C'est juste le péage. Donc, ok, tu as fait plein de travail, tu as analysé ton marché, tu as fait peut-être des focus group, tu as fait tout un tas de choses pour comprendre ta feature. Bon, bah, super, donc tu devrais être capable d'écrire ça en un tweet. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il faut. Donc il y a beaucoup de liberté en fait. Hein, elle a été faite pour ça en fait, la méthode. C'est beaucoup de liberté et juste des checkpoints pour voir à quel point on est clair. Il y a un aspect dans Claim, donc, tu vois, il y a un aspect marketing dedans. Ouais. À quel point c'est devenu important ça dans les équipes de Blablacar, le fait d'intégrer sur ces projets-là le marketing assez tôt finalement. C'est devenu fondamental. En tout cas, fondamental, parce que ça me tient beaucoup à cœur, mais si, c'est devenu important. Je vous le disais tout à l'heure, ma mission, c'était de construire l'équipe product marketing aussi, à une époque. Et on s'est rendu compte que ça apportait énormément de valeur au projet de considérer son positionnement très tôt. Ça apporte de la valeur aux équipes marketing. Cara, elle est toujours d'accord avec ça. Beaucoup de valeur aux équipes marketing parce qu'elles sont souvent insérées très tard dans le process. Et
qu'on t'amène un produit fini en te disant bah, tiens, maintenant il faut que tu nous dises comment on va le pitcher ou comment on va le vendre, ça n'a pas de sens. Ça facilite aussi beaucoup leur activité de go-to-market parce que quand le positionnement est fait, ensuite c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, ça facilite aussi beaucoup le travail des designers et des product managers parce que en tant que designer, te donner un positionnement, une vision pour ta fonctionnalité, ça va aussi influencer la manière dont tu vas concevoir ton expérience. Chez Blablacar, bon, on a un projet Blablacar qu'on déroule dans le livre, qui est une illustration appliquée de chaque étape. Et typiquement, un algorithme qui cherche à optimiser des parcours de conducteurs matchés avec des passagers, etc. On peut l'imaginer de plein de sortes. On peut l'imaginer très basé sur de l'algorithme, très basé sur la communauté des passagers. On peut avoir plusieurs angles, et en fonction de l'angle qu'on va donner, on ne va pas construire la même expérience. Donc ça a été, je crois que c'est un vrai différenciateur pour le coup de la méthode. J'ai l'impression que dans les méthodes de Product Discovery, on parle assez peu du marketing. Et donc on crée vraiment, là aujourd'hui le Product Marketing est dans l'équipe produit et pas dans l'équipe marketing. Et a vraiment une vraie symbiose de collaboration avec... Et donc le Product Marketing est dans l'équipe produit horizontalement. Comment ça se traduit dans les squads verticalement le jour humainement? Est-ce qu'il y a des gens qui, au même titre que tu vas consulter un data analyst sur un projet, au même titre que tu vas consulter un user researcher quand tu as besoin de faire de la discovery auprès de l'utilisateur, comment ça se traduit le product marketing humainement dans les projets? Oui, bah ça se décrit, ça fonctionne exactement comme tu le décris. Nous, chez Blablacar, de manière générale, on est organisé autour de segments utilisateurs. Donc, parmi les segments, on peut assez classiquement imaginer qu'il y a des passagers, il y a des conducteurs, etc. Et donc, il va y avoir des personnes qui sont expertes en product marketing. Il ne va pas forcément y en avoir autant que de product managers ou product designers. Par contre, il va y avoir une personne référente qui, effectivement, va être impliquée dans tous les projets qui pourraient avoir un impact sur un conducteur, par exemple. Et c'est sûr que la méthode qu'on propose, elle permet à ces product marketing managers d'être impliqués très tôt, avant même que la solution soit complètement définie. Et ça leur permet non seulement de comprendre tout le rationnel, mais surtout ça leur permet d'influencer la solution qui va être choisie et de s'assurer que ce qu'on va construire, c'est pas simplement juste par exemple d'un point de vue rationnel, mais aussi pertinent d'un point de vue émotionnel. Et parfois on se rend compte que la manière dont certaines fonctionnalités échouent, ça peut être à cause d'une incompréhension utilisateur qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'utilisateur va faire un raisonnement qui n'a pas de sens. Mais en fait, quand il n'a pas de sens, de notre point de vue, qui connaissons la mécanique du produit, mais en réalité, de son point de vue, Blablacar, c'est une application qu'il utilise, par exemple, 4 fois par an, quelques minutes le temps d'organiser un trajet. Cette personne-là, elle n'a pas le temps de s'intéresser à toute cette mécanique-là. Elle fait plein de raccourcis pour se donner une impression de comprendre comment ça marche. Et ben, il faut en tenir compte pour être capable de lui pitcher pourquoi est-ce que ça va être mieux cette fonctionnalité-là. Et donc une fonctionnalité qui, sur le papier, semble pertinente, en fait, peut-être elle s'écroule quand on se dit bah, attends, comment est-ce qu'on serait capable de la pitcher? Et si on n'y arrive pas, c'est peut-être le signe que en fait, elle n'aura aucune adoption puisque les gens ils vont être exposés à ce soi-disant bénéfice qui n'en est pas un de leur point de vue et il ne va rien se passer. Et donc ça c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup et je pense que pendant longtemps, en tout cas moi je pense avoir largement sous-estimé. Pas simplement dans la capacité du marketing d'amplifier l'impact d'une solution, mais même d'influencer la conception de cette solution-là. Et si on revient vraiment sur la globalité de la méthode, quelle place elle laisse à l'intuition? Tu montes une petite boîte, tes founders, tu es drivé par ton intuition. Quelle place ça laisse, Discovery Discipline, à l'intuition des fondateurs ou des équipes finales? Ben, je crois qu'elle, en fait, elle te permet de... Elle te laisse libre, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne contraint pas, elle te demande juste à quel point tu es clair. Donc, bah, on fait un peu de coaching ou des rencontres avec des fondateurs de start-up à des stages, à des états très très jeunes. Et on a des très bonnes discussions sur le contenu, c'est-à-dire sur le use case qu'ils cherchent à craquer, sur le positionnement, et puis on peut continuer après, sur les briques qu'ils ont envie de réutiliser, parce qu'il y a plein d'autres étapes qui sont vertueuses aussi. Mais ça contraint en rien leur liberté de penser, leur
leur intuition pour arriver justement à ce livrable. Mais des fois, quand tu as de l'intuition, tu n'es pas capable d'expliquer, tu vois, les livrables, peut-être que tu n'es pas capable de les fournir finalement, quand tu as de l'intuition et que tu as le sentiment que c'est ça la bonne direction, mais tu n'es pas capable de l'expliquer parce que c'est ton intuition qui te dit qu'il faut aller dans cette direction-là. Mais si on reste sur le tweet, on n'empêche pas le tweet d'être basé exclusivement sur une intuition. Ce qu'on met comme barrière, c'est est-ce que tu es capable de l'écrire en fait? Est-ce que tu es capable de pitcher ta vision? Maintenant, peut-être ta vision, elle est complètement à côté de la plaque ou elle est excellente et on ne sait pas la démontrer. Donc elle n'empêche absolument pas ça. Elle te demande juste, c'est juste un miroir, un filtre pour dire ok, tu as toute cette intuition-là, mais est-ce que tu es capable de l'expliquer? Et ça, bon, si on n'arrive pas à l'expliquer sur une vision mais qu'on ne sait pas l'expliquer, on va se retrouver tout seul en fait. Parce que l'expliquer, ça sert à tout pour avancer dans son projet. Donc ça sert à ton client, mais bon, ça peut servir aussi à tes investisseurs ou à tout un tas de personnes. Et peut-être pour ajouter, honnêtement, le domaine, le sens de l'intuition comme source de projets qui vont être sur une roadmap, on le connaît au quotidien chez BlaBlaCar. Donc je crois que c'est même pas spécialement réservé à des toutes petites entreprises. Et en fait, je crois que le problème de la fulgurance de l'intuition, c'est pas forcément qu'elle n'est pas juste, c'est que c'est difficile pour une équipe de s'aligner autour, si elle est juste à l'état d'intuition. Et donc, ce que les livrables permettent de faire, moi je suis complètement à l'aise avec le fait qu'il y ait une idée qui vient du CEO de BlaBlaCar, Nicolas Brusson, et il dit et pourquoi est-ce que son intuition pourrait être juste? Parce que ça fait 15 ans qu'il réfléchit au sujet et qu'il fait plus de covoiturage que la majorité des employés de la boîte. Donc le jour où il a une intuition, en fait, elle a une probabilité d'être juste qui est très élevée. Par contre, cette intuition, pour qu'elle soit utile à tout le monde, ça peut être intéressant d'arriver à la transformer en quelque chose en quelques éléments qui vont permettre à tout le monde de monter dessus, en fait. Ça devient plus un outil de transmission pour les équipes, finalement. Oui. Okay. Clairement, on s'est rendu compte que ces livrables-là, c'est des choses qu'on peut écrire sur un coin de table, pour la plupart, qui sont accessibles à tout le monde, et en termes de production, et en termes de consommation, de lecture. Et c'est un peu le squelette autour duquel toute une équipe va pouvoir se greffer, aussi bien des expertises plutôt tech, que design, que produit, que marketing, etc. Et donc de ce point de vue-là, si le point de départ du projet c'est une intuition, aucun problème. C'est pas ça qu'on va challenger. Par contre, de faire en sorte que tout ce qui va découler de cette intuition soit cohérent et clair, là on pense que la méthode, elle peut, et les livrables en particulier, ils peuvent aider. Il y a une autre méthode qui a fait l'objet d'un livre également, c'est Design Sprint. Et moi, c'est une méthode, je l'aime autant que je la déteste. Je l'aime beaucoup pour le contenu des exercices justement dans lesquels on peut aller piocher. Je ne l'aime pas beaucoup parce que, encore une fois, ce problème avec les recettes, mais aussi, j'ai l'impression que ça s'adresse à des équipes produits dysfonctionnelles, que c'est un peu une béquille, et qu'à la base, ça a été créé par des designers chez Google Ventures qui allaient aider les boîtes du portfolio à se débloquer sur du produit. Est-ce que votre méthode, elle s'adresse à toutes les boîtes et à qui elle pourrait ne pas s'adresser? Alors il y a deux questions. En tout cas, la réaction à Design Sprint, elle est assez proche de la tienne, je crois. Et ça rejoint les sujets du design thinking au départ. C'est qu'il y a un outil d'évangélisation extrêmement puissant dans Design Sprint, parce que c'est accessible assez simplement à tout le monde. Et donc d'ailleurs, ça s'est même encouragé d'avoir des équipes un peu cross-fonctionnelles et on élève un peu la réflexion, on comprend le besoin utilisateur, on découvre le maquettage, on découvre notre métier un petit peu à travers ce design sprint. Il y a une limite qui moi me semble importante, au-delà de la partie exercice, c'est la partie timing. En 5 jours, qu'est-ce qu'on fait en 5 jours ? Quand bien même on itérait une ou deux fois, il y a plein de projets, jamais en 5 jours, on part de qu'est-ce qu'on a envie de faire et puis on arrive en delivery. Donc je pense qu'on retombe vite dans ce travers qui est, on a construit quelque chose, on a une bonne dynamique ensemble de réflexion. Maintenant, je serais curieux de voir le taux de transformation des design sprints en delivery en fait. Et je pense qu'on est un petit peu dans la même problématique. Donc je crois que le blocage temporel, pour le coup, il est un petit peu problématique. Oui. Non, je suis d'accord. Non, t'es d'accord. Okay. Design Sprint, en fait, ouais, ça promet en 5 jours de résoudre des problèmes et de trouver des nouvelles idées, etc. Et 5 jours, effectivement, j'ai peut-être le même blocage sur ce truc-là
des fois, en fait, ton projet dure une journée parce que tu as envie de tester un truc en prod. Et des fois, en fait, tu as besoin de te poser pendant 3 mois avec tes utilisateurs pour comprendre le truc. C'est en ça que j'ai des problèmes. Et donc, on retrouve un peu la notion d'accordéon dont vous parliez tout à l'heure. En fait, ça peut être très condensé, comme ça peut être très étendu dans le temps. Et donc, je me pose la question sur à qui ça s'adresse et à quelle boîte ça pourrait ne pas s'adresser. Bah, je crois que par l'effet accordéon, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire qu'on la partage avec, je disais, des startups en première phase de développement. Blablacar, c'est plus le cas. C'est maintenant une grosse machine. Et pour le coup, la méthode est appliquée depuis bien 2 ou 3 ans par tout le monde, enfin par toute l'équipe produit. Je viens d'entrer chez Malte, donc c'est tout frais. Et donc c'est un niveau de développement encore différent. Et je vois très très bien en quoi la méthode va permettre de simplifier énormément de sujets et de clarifier beaucoup les choses. Donc je crois par l'effet accordéon, en fait, ça permet de s'adapter à tout le monde. Peut-être la cible sur laquelle, et encore c'est un peu plus compliqué, c'est si on voulait l'utiliser comme un outil d'évangélisation. Donc l'utiliser un peu comme un design sprint en disant on va prendre des gens qui ne sont pas dans le design avec peut-être 1 ou 2 facilitateurs et puis on va essayer de créer cette dynamique-là. Peut-être que là, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a des étapes, typiquement aller définir le KPI business. Je ne sais pas exactement comment on procéderait. On a besoin d'un peu de data. Ce n'est pas tellement une méthode qu'on pourrait mettre en œuvre juste dans une pièce close en partant de rien et en arrivant à quelque chose juste par le travail de l'imagination. On a besoin d'aller chercher la data, on a besoin de choses comme ça. Mais en dehors de ça, je crois que toutes les sites peuvent en bénéficier. C'est quoi le plus court des équipes, enfin de ce cycle de discovery que vous avez pu observer Le plus court Le plus court, la plus courte application de la méthode dans le temps que vous avez pu observer chez Blablacar. Bah, c'est clairement ce que tu disais, c'est plus court qu'un design sprint. Je pense que c'est 1 ou 2 heures, 1 ou 2 jours. Parce qu'en fait, notamment par exemple, quand tu es en train d'itérer, en fait. C'est-à-dire que par exemple, tu as une première application de la méthode, peut-être sur plusieurs semaines, où tu as vraiment complètement débroussaillé le sujet, etc. Puis tu es confiant du truc, et puis le truc il part en prod, etc. Et puis il fonctionne à peu près comme tu l'avais en tête, mais tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un effet de bord que tu n'avais pas anticipé, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Et tu vas, dans ce cas-là, nous on considère que tu te relances dans un nouveau projet, mais en fait là il y a plein de réponses que tu connais déjà, et donc tu vas te concentrer sur une partie de la méthode où tu as besoin de retravailler, quoi. Donc, dans ce cas-là, ça peut être extrêmement vachement compressé. Ouais. On a je crois que la taille de la fonctionnalité, c'est pas toujours vrai, mais souvent elle est liée à ça. Je me souviens d'un épisode chez PayPal où on appliquait déjà les mêmes process sur un bouton de withdraw, de retrait d'argent, donc depuis le compte PayPal jusqu'à son propre compte. Et on était exactement dans ce cas-là. Donc on savait exactement, la cible, c'était très clair. Le problème, on pensait le savoir, on pensait le connaître, et puis en creusant le first use case, mais ça a été très vite, hein, on s'est rendu compte que en fait, ce que je veux, c'est tout prendre. Je n'ai aucun intérêt à laisser un peu d'argent, etc. Donc on était parti sur une espèce de mécanique de virement bancaire, et puis finalement on se dit non, mais en fait, il y a juste besoin d'un bouton en disant vire tout, j'ai besoin de rien d'autre. Là, le pitch, il va extrêmement vite. En un bouton, on récupère tout son argent, etc. etc. Ça, en 2 jours, c'est bouclé. Si on ne s'était pas posé ces questions-là, je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps pour le coup. Donc parfois, je pense que de se poser ces bonnes questions, ça permet aussi d'accélérer. Ce n'est pas une contrainte, c'est juste, voilà, dans ces cas-là, un accélérateur, dans un autre cas, un vrai outil de structure. Okay. Il me reste une question à vous poser avant qu'on passe aux questions des gens qui sont ici avec nous. Discovery Discipline, c'est le fruit de collaboration de 10 ou 15 ans entre vous. Donc c'est un truc qui a pu mûrir au fur et à mesure, qui a évolué. Là, vous arrivez, vous avez écouté un bouquin. C'est quoi les évolutions que vous voyez déjà là, en perspective, ou est-ce que c'est un produit fini? Vous savez que vous faites des produits, donc vous êtes censé itérer sur ce que vous produisez. Est-ce qu'il y a déjà des pistes où vous avez envie de faire évoluer Discovery Discipline? Oui, déjà. Mais en fait, ce qui est horrible quand on est designer, de produire un livre, on a découvert ça, c'est que ça fige un peu. Et vraiment, le détail que moi j'ai découvert en écrivant le livre, c'est que en écrivant le livre, on finit par mieux comprendre ce qu'on voulait raconter. Et donc à la fin du livre,
on comprend parfaitement ce qu'on voulait dire. Et du coup, on dit, dans ce cas-là, on a envie de tout réécrire puisqu'on a envie de tout jeter. Donc, il y a un moment où il faut que tu arrêtes. Il y a notre éditeur Tiga avec qui on travaille qui se dit, ah, attendez, les gars, l'itération très bien, mais à un moment, en fait, il faut qu'on le sorte, le livre. Donc, il nous a dit stop. Mais donc, entre le moment où on a arrêté d'écrire et maintenant, il s'est déjà passé un petit peu de temps. Donc, il y a déjà des idées qui sont venues. Pour l'instant, il n'y a pas d'idée qui casse l'ossature. Il y a plutôt des petits ajouts, notamment d'activités qu'on pourrait rajouter, en se disant, tiens, c'est vrai que celle-là, elle est quand même pas mal pratique dans tel et tel cas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de révolution, mais si ça se trouve, ça viendra, parce qu'en fait, en tout cas, toute cette méthode n'est qu'une... là, on n'est qu'à une version d'itération qui a commencé, en effet, il y a très longtemps. Et le fait d'écrire un livre, ça la fige. Mais en réalité, déjà, cette semaine, chez Blablacar, il y avait des personnes... chez Blablacar, ils la connaissent depuis très longtemps. Le livre, pour eux, c'est juste le fait que ça devient public, mais ils la pratiquent depuis très longtemps. Donc, ils disent, non, mais en fait, vraiment, est-ce que les 2 premières étapes, c'est dans ce sens-là, ou c'est l'inverse, etc. Donc, de la manière que quand Spotify avait popularisé son modèle d'organisation, le jour où plein de boîtes se sont mis à l'adopter, Spotify dit, ah non, mais nous, on a déjà abandonné. Nous, on pense que c'est plus stable que ça. On pense que la méthode, dans les grandes lignes, elle ne bouge pas depuis quand même pas mal de temps chez Blablacar. Mais est-ce qu'elle continue à évoluer? Oui. Et puis si demain, il y a une autre entreprise qui s'en empare et qui l'adopte, on ne serait pas étonné qu'il y ait des forks qui émergent. Ouais. Moi, je suis très à l'aise. J'aime beaucoup l'idée d'une étape dont on n'a pas parlé. C'est l'étape style, qui pour les designers fait débat parfois. Tu peux en parler? Ouais, je veux bien en parler. On a quelques designers. Donc, Ouais. Bon, en gros, cette étape style, elle part du principe qu'il faut aller voler des morceaux existants partout où on peut les trouver pour les ramener, puis ensuite construire par-dessus ça. Mais il y a vraiment cette idée de... on a vraiment voulu appeler ça style pour être un peu provocateur, parce que certains appellent ça de l'influence, du benchmark. C'est beaucoup plus doux, mais en fait, on croit profondément que finalement, notre travail, c'est de reprendre plein de morceaux existants, d'en refaire un assemblage et puis de reproposer quelque chose. Je prends un exemple dans le livre, moi, qui me tape sur le système à chaque vacances, c'est la location de voiture, où je vais louer une voiture et je vais savoir la conduire sans aucun problème, peu importe le modèle, je sais comment ça marche. Mais par contre, j'ai systématiquement un problème de changement de station de radio que je règle des fois en quelques heures, des fois en quelques jours, parce qu'à chaque nouveau modèle, on réinvente un système de navigation audio. Moi, personnellement, je n'attends pas de Renault qui fasse des systèmes audio. Et d'ailleurs, ce n'est pas dingue. Il y a Spotify qui fait ça très bien. Et donc, c'est un petit peu ça, cette illustration, c'est de se dire, en fait, quand on sait très bien faire quelque chose, on le fait très bien et on est très fort et on est innovant là-dessus. Par contre, les choses qui existent déjà, en fait, il faut aller les chercher parce que c'est comme ça qu'on va plus vite. Et donc, pour revenir à la méthode, moi, je suis très à l'aise avec l'idée que, en fait, on a produit quelque chose. Voilà, c'est notre travail, c'est notre façon de penser. On le partage à la communauté et ça, c'est un sujet sur lequel on est très attaché. On a de l'ADN de Blablacar et chez Blablacar, la culture de la communauté tech au sens large, elle est très très forte. Donc, on est très très heureux d'avoir pu contribuer à ça, de proposer un modèle. Et oui, ce modèle, il va être découpé en morceaux, on va en prendre des bouts, en voler des bouts, et c'est très bien pour en faire autre chose. Je pense qu'on apprendra beaucoup de ça. Aujourd'hui, il est resté dans notre écosystème, on l'a partagé un peu. Mais là, ce qui est fantastique avec ce moment, c'est qu'on commence à le partager plus largement. Et là, ça va secouer pour de bon. Merci à vous deux. Merci. On va passer aux questions. Ouais, on va Merci beaucoup. On va pouvoir passer à une question. Je vais me rapprocher de vous. Et l'idée, comme on fait une captation vidéo et audio du meetup, je vais vous demander de me rejoindre, de poser votre question. Qui aurait une question, une première question? Ouais. François et puis après Anthony. Je me positionne là, c'est ça. Ouais. Ok. Merci à vous deux déjà pour cette belle présentation. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est comme le modèle est présent depuis 2 à 3 ans chez Blablacar, est-ce qu'il a été bien reçu, bien adopté derrière, ou est-ce que ça a été relativement compliqué à proposer et à implémenter? Bien reçu, oui. Bien adopté, oui, dans le sens où tous les projets chez Blablacar ont dû suivre cette méthode-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas demandé des efforts. Parce que la méthode,
En fait, il y a une grosse partie de l'inspiration de la méthode qui consistait, comme vient d'expliquer Tristan, de prendre les choses qui marchaient bien à gauche et à droite chez Blacard et de se dire, en fait, tiens, c'est marrant, mais à chaque fois qu'il y a une équipe, là, et à chaque fois qu'ils font un benchmark, ça transforme de manière positive leur projet. Bah, en fait, peut-être que ça, c'est une étape qu'il va falloir qu'on demande à tout le monde par laquelle il devrait passer. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui a un peu frotté, c'était le fait de rendre systématique des choses qui étaient faites de manière ponctuelle. Et dans un monde de créativité dans lequel on baigne, les contraintes, elles sont parfois vécues comme quelque chose qui empêche. Et donc, une partie du travail d'évangélisation, elle consistait à montrer que les contraintes, elles libèrent. Voilà, c'est ça un peu notre point de vue. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a eu un peu de travail. Au départ, pas mal de gens de l'équipe disaient « Ah ouais, c'est trop bien la méthode ». Mais dans les faits, on voyait bien qu'ils prenaient les étapes qui leur plaisaient et moins d'autres. Et donc là, on essayait un peu d'insister, mais on se rendait compte que peut-être qu'on n'avait pas assez expliqué pourquoi est-ce qu'elles avaient de la valeur, de pousser à faire les exercices qui étaient difficiles, etc. Et le fait que les livrables ne donnent pas la réponse, mais mettent en évidence si on n'est pas clair sur un point précis, ça aussi, c'est pas forcément confortable. On a l'impression qu'on est clair, puis on se retrouve à essayer de clarifier le problème utilisateur. On dit ah, en fait, c'est quoi que je voulais résoudre? Et bon, ça, c'est pas très confortable. Donc, de ce point de vue-là, la méthode, je ne dirais pas qu'elle est facile. Je dirais qu'elle fonctionne. Elle est à portée de toutes les personnes qui sont dans la salle, mais je ne dirais pas qu'elle est facile parce qu'elle est exigeante, quoi. Voilà. C'est le use case le plus dur, qui était le plus douloureux. Lequel est le plus douloureux pour les équipes? Moi, je crois que la première étape dont on n'a pas beaucoup parlé, qui s'appelle frame, donc cadré, et qui vise à définir l'objectif, enfin, l'impact qu'on cherche à avoir, elle est très dure pour les product managers. Et l'étape d'après, de first use case, elle est très très dure pour les designers. Et en fait, une fois que ces deux-là, elles sont solides, et en plus, si on rajoute la troisième avec la partie claim, donc le positionnement marketing, c'est rare que le projet parte en sucette derrière. Donc voilà. Mais les deux premières, pour le PM d'un côté, pour le designer de l'autre, je crois qu'elles sont difficiles parce qu'elles forcent encore plus que les autres à faire des choix très 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 précis, quoi. C'est la partie discipline du livre. En fait, discovery, discipline, c'est vraiment discovery au sens liberté et discipline au sens cadre. Ça, c'est ce qui nous a inspiré depuis le début. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est les rives sont la chance du fleuve, elles l'empêchent de devenir marécage. Je trouve ça très juste. Et donc c'est un peu ça. On a la discovery qui est vivante et puis la discipline qui permet de la cadrer pour l'emmener dans la bonne direction, pour éviter qu'elle s'éparpille. Et ça, c'est la partie un peu dure, effectivement. Mais on croit vraiment que sans ça, on arrive à des projets qui ne passent pas en delivery. Oui. Merci. Moi, c'est une question un peu large en fait. Je trouve ça intéressant d'aller, entre guillemets, challenger des méthodes existantes qui elles-mêmes ont potentiellement challengé des choses qui se passaient avant. Sur ce process qui vous amène à ça, comment vous y allez? Est-ce qu'on garde le double diamant à côté un petit peu en cherchant ce qui ne va pas? Est-ce qu'on oublie complètement, on se base sur vous avez un petit peu répondu à ça tout à l'heure, mais on se base beaucoup sur des instincts. Ce pont-là, en fait. Comment est-ce que nous, on y est arrivé? On part d'un double diamant, on arrive à cette étape. Alors, c'est un peu large comme question, je vous l'ai dit. Non, mais pour arriver à la méthode, c'est énormément d'expérimentation, en fait. C'est énormément on est confronté dans un projet à une problématique et on essaie d'y résoudre de la meilleure des manières. Et on se rend compte avec le temps qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. On a mis du temps à ce que cette méthode elle soit complète. C'est-à-dire que ça soit quelque chose de cohérent. Au départ, c'était plutôt des bouts de ficelle. Et on se dit, ah tiens, à chaque fois qu'on arrive à tel moment, tu vois, imagine, tu es en cuisine et tu dis, à chaque fois que j'arrive à tel moment de la recette, tu vois, si je coupe le truc de telle manière, c'est plus efficace après. Tu vois. Au départ, c'est tout, c'est juste des petites astuces à gauche et à droite. Et le travail que Tristan a fait à un moment, c'était de donner un ensemble cohérent à tout ça. Leur donner un ordre, leur donner des noms, dégager plein de trucs qui étaient intéressants mais qui n'étaient pas fondamentaux, etc. Et donc, c'est pas un travail théorique qu'on a fait. Aujourd'hui, en fait, on théorise de la pratique qui s'est affinée avec le temps. Et voilà, donc c'est ça la réponse. Et on ne s'est pas dit, tiens, il y a un modèle théorique, c'est quoi le contre-modèle? On a plutôt parti nous honnêtement, le concept du double diamant, il a été fondateur dans notre travail. Mais à la pratique, on se rendait compte que ça ne répondait pas à toutes nos questions, ou des fois c'était quand même un peu trop flou. Et donc, tiens, à tel endroit, tout à l'heure je parlais du first use case, voilà, on a l'impression que tiens, si le first use case il n'est pas clair, tout le reste derrière ça va être galère. Donc on va apporter ça. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que
on a aussi testé plein de trucs qui ne sont pas dans le livre parce que c'était des fausses bonnes idées. Tu as l'impression que ça marche et en fait, c'est un piège. Donc, voilà. En 2 mots, hein, c'est ça. Ouais, je le vois comme un découpage plus fin du double diamant, en fait. Les étapes, on les représente aussi en diverge, converge. Et ça, cette mécanique-là, on est complètement aligné avec ça. Donc, le livrable, c'est converge et les activités, c'est diverge. Et à chaque étape, on a des activités pour créer et puis un livrable pour converger. Donc, peut-être, moi, ce qui me manquait sur le double diamant, c'est un peu de guidage. Pour revenir au point de notre discussion de tout à l'heure, à quel moment on s'intéresse à l'impact qu'on cherche à avoir, à quel moment on s'intéresse au positionnement, à quel moment on s'intéresse aux briques qu'on a envie de rassembler, etc. Dans le double diamant, c'est très très macro. Je ne sais pas exactement à quel moment on fait ça. Donc si c'est ça mon seul guide, je risque soit de m'éparpiller, soit même de les oublier, ces étapes-là. Donc c'est une réduction de tout ça. Voilà, c'est 7 diamants et pas 2 gros diamants très macro. Et cette logique de diverge converge, elle est fondamentale et ça, c'est clairement comme ça qu'on a avancé sur la méthode. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est quoi l'objectif de cette méthode? Parce qu'en fait, vous avez travaillé dessus pendant plusieurs années. Très concrètement, c'est quoi l'objectif de cette méthode? Ma deuxième question, c'est comment je m'assure que la méthode va apporter ses fruits. Et quand tu dis objectif pour la personne qui serait amenée à la mettre en œuvre, peut-être? Ouais, clairement, ou même pour vous, très concrètement, vous avez passé 10 ans à itérer sur quelque chose, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le first use case, si je me trompe? Alors en fait, en fait, pour être précis techniquement, je dirais c'est quoi le claim du coup? C'est quoi le tweet qu'on mettrait? Parce que le first use case pour moi c'est plutôt quelle est la personne qui serait amenée à l'utiliser et le claim, en tout cas. D'ailleurs, on a été très mauvais élèves parce qu'on ne l'a pas rédigé sous forme de tweet, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais les éléments clés, les promesses clés qu'il y aurait derrière cette méthode-là, il y aurait des histoires de vitesse. C'est-à-dire qu'on pense réellement que ça te permet de passer les étapes de discovery plus rapidement. Donc ça permet aussi notamment de répondre à la question « Ah, mais discovery c'est top, mais j'ai pas le temps ». Nous, on pense que cette méthode, elle permet de trouver le temps. Le deuxième, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est on pense que ça permet non seulement d'aller plus vite, mais en plus d'augmenter la qualité. Alors que souvent, tu as l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais pourquoi est-ce que les deux sont compatibles? C'est parce que la perte de temps, parfois, elle est liée au fait que tu pars dans tous les sens et tu diverges pour rien, en fait. L'autre jour, il y a une designer qui était relativement nouvelle chez BlaBlaCar. Et donc, elle découvre la méthode. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle l'utilise. Et donc, à un moment, son manager lui a dit essaie de vraiment bien clarifier le first use case de ton projet là, tu sais ce que c'est, passe 24 heures là pour vraiment bien comprendre ce truc là. Et elle prend l'exercice au sérieux et donc elle va chercher un peu de data, elle va chercher des insights quali qu'on avait déjà récupérés, etc. et elle le rédige parfaitement. Et donc son manager il lui pose la question et il lui dit alors comment tu te sens là? Il me dit je suis pas à l'aise du tout là, je suis vraiment pas à l'aise. Et lui, il ne comprend pas parce que lui, il pensait que sa réaction, ça serait génial, c'est super clair et tout. Il dit pourquoi tu n'es pas à l'aise? Elle dit parce que si c'est ça le first use case, il n'y a qu'une seule solution en fait. Elle avait l'habitude, au moment d'explorer les solutions, d'en explorer 40. Et là, elle se rend compte que si en fait le problème il est clair, et là dans ce cas-là, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais dans ce cas-là, il était tellement clair qu'il n'y avait plus qu'une solution. En tout cas, elle dit, elle avait l'impression d'avoir perdu sa créativité parce qu'elle n'arrivait pas à imaginer d'autres solutions. Parce qu'avec un problème flou, tu peux imaginer plein de solutions, avec un problème clair, il y en a beaucoup moins. Donc c'est pour ça que tu peux combiner vitesse et qualité. C'est que si d'un seul coup tu te rends compte qu'en fait il n'y a qu'une solution possible et que tu le sais tôt, le temps que tu vas pouvoir consacrer à cette solution-là, il est plus grand, plutôt que d'en explorer moyennement 10 en parallèle avant de la choisir. Donc vitesse et qualité, c'est deux choses qui, paradoxalement, nous on pense qu'on peut gagner avec cette méthode-là. La troisième, qui est un peu liée, mais c'est de la confiance en fait. C'est que même si tu pars d'une intuition, le fait d'avoir transformé ton intuition en une série de réponses précises aux questions que tu te poses, mais surtout aux questions qu'on pourrait te poser, en réalité, ta capacité à défendre ton idée, ce qui est souvent nécessaire, de l'expliquer à d'autres, elle grandit. Donc voilà, vitesse, qualité, confiance, pour moi, c'est des choses qu'on peut attendre de la méthode. Je comprends l'aspect vitesse et confiance, mais l'aspect qualité, je le vois moins. Je ne comprends pas la même, je n'ai pas eu la méthode. Hein. Avec qualité, c'est le fait que tu passes plus de temps sur la solution que tu as choisie, mais c'est aussi le fait que, je crois, tout à l'heure, Tristan il disait que parfois les méthodes
de design thinking, elles aboutaient à des solutions un peu molles. Molles, c'était parfois dans le côté du rendu qui est en fait ni fait ni à faire, tu vois, c'est des artifices, etc. Mais c'est aussi molle dans les choix. C'est-à-dire que si tu n'es pas clair sur t'optimises pour qui, en fait, c'est dur de faire des choix de design forts. Et donc, la qualité, elle vient aussi de ça. Elle vient en fait que ce n'est pas un truc qui vaguement essaie de répondre à un problème, c'est de précisément répondre à telle personne ou à tel groupe de personnes. Et donc, de ce point de vue-là, on pense que ça a un impact sur la qualité. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé vraiment, c'est l'aspect timeboxing. Parce que tu parlais du côté, ok, c'est difficile de converger. Et là, comme on a des phases divergentes et convergentes, qu'est-ce qui empêche les équipes produits chez vous de s'installer dans une zone de confort d'une étape, cette étape, à continuellement diverger? C'est précisément le timeboxing. Le timeboxing, ouais. Et c'est dans le premier livrable, dans le livrable Frame, où on a donc cet impact qu'on cherche à avoir. On a une notion qu'on appelle damage control, qui est intéressante, qui est attention, si j'optimise trop pour une chose, peut-être je vais casser autre chose. Donc on s'oblige à réfléchir aux conséquences. Et puis une ligne timebox, où là on va définir le temps qu'on veut accorder à l'ensemble du projet. Et donc, par conséquence, la discussion nous amène à savoir quel temps on va accorder à chacune des étapes. Ça peut être OK de se dire, mais attends, on est super clair sur les 4 premières, on est capable de les faire en 1 heure, mais malgré tout, on pense qu'il y a beaucoup de travail sur telle étape et on va lui accorder beaucoup de temps. Et ça, c'est tout à fait bien. Donc, c'est un accordéon, mais où les parties de l'accordéon pourraient bouger indépendamment. Mais c'est un travail qu'on fait très tôt, donc dès l'ouverture, j'ai envie de dire, du projet. Et ça, effectivement, ça aide énormément pour ne pas se perdre, comme tu l'as décrit. Il y a juste une chose qui me semble intéressante aussi comme avantage de la méthode, mais là, ça s'adresse plus aux gens qui travaillent dans des entreprises. L'histoire de qualité-vitesse, ça marche pour des personnes toutes seules, jusqu'aux entreprises, mais un aspect collaboration, en fait, qu'on ne voit pas forcément de manière évidente. Tout à l'heure, tu parlais de quand est-ce que la research vient, quand est-ce que le marketing vient. En fait, le fait d'avoir des étapes claires, que tout le monde comprenne l'objectif de chaque étape et qu'on ait les mêmes termes dans une entreprise, ça facilite énormément ça. Chez Blablacar, on va avoir quelqu'un qui va dire « Ah bah là, je rentre en Observe ». Je rentre en Observe, chez nous, ça veut dire je vais travailler sur la problématique utilisateur, je vais avoir certainement besoin de research, et pas de la research de usability, ni des focus groups, je vais avoir besoin certainement de research pour aller plonger dans des réalités, faire des home visits, etc. Et ça, c'est valable pour toutes les étapes. Donc, je rentre en claim, ça veut dire product marketing, alerte, on arrive. Donc, on avait un document, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui parce que je ne suis plus là, mais qui indiquait à côté de chaque nom de projet simplement l'étape à laquelle le projet était, ce qui fait que c'est un indicateur pour toutes les équipes autour de quoi ils ont besoin et sur quoi ils travaillent. Et ça c'est un vrai avantage aussi. On développe un vocabulaire commun et un mindset commun. Ça devient un peu une culture. Là. En tout cas, chez Blablacar, on a eu la chance de pouvoir l'appliquer dans le temps et c'est devenu un sujet culturel. Ouais. Merci d'ailleurs pour la présentation. J'ai pas encore lu le livre, malheureusement. Là, ce que je crois comprendre de ce que vous dites, c'est que l'aspect engagement des équipes est vachement important. Avec l'exemple du CEO de Blablacar qui avait une intuition. Donc, il paraît crédible parce qu'il y a l'expertise, 15 ans, tout ça, et en plus le poste, c'est là. Mais votre framework, j'ai l'impression qu'il vous permet en fait d'avoir la donnée, qui permet d'embarquer tout le monde. Et pour ça, c'est pas juste on l'écoute et on suit comme un dieu ou autre, c'est en fait, il y a de la donnée derrière qui back et qui montre que son intuition est justifiée. Soit qu'elle est justifiée, mais tout à l'heure, Julien parlait d'intuition, et des fois, il y a des intuitions que tu as envie de suivre, même si tu n'es pas capable de le démontrer. Des fois, la seule manière de le démontrer, c'est de le faire, en fait. Enfin, Blablacar n'existerait pas s'il avait fallu démontrer à l'avance que ça allait fonctionner. Enfin, d'ailleurs, la preuve, c'est que les fondateurs de Blablacar, ils ont pitché le concept de covoiturage largement adopté à plein de monde, et au départ, personne n'en avait envie. Donc, en fait, moi, je crois beaucoup à cette idée qu'il peut y avoir des intuitions qui ne peuvent être démontrées qu'en les concrétisant. Par contre, cette intuition, tu peux la transformer
tu peux la décomposer en un outil de travail où il y a plein de monde qui va pouvoir travailler autour de ça, ou qui va pouvoir la complémenter, ou qui va dire peut-être que l'intuition elle est juste sur le problème, mais peut-être que la solution qui a été imaginée autour, c'en est une parmi d'autres. Et donc en fait c'est ça, c'est un peu de la prendre, donc vraiment de dire ok, c'est une intuition, admettons qu'elle a de la valeur. Comment est-ce qu'on pourrait maximiser cette intuition-là pour qu'elle ait le plus de chances de réussir? Parfois, c'est au contraire des approches qui sont beaucoup plus rationnelles. Si on lance une fonctionnalité, on se rend compte qu'il y a la moitié d'utilisateurs qui rencontrent un problème. Donc là, il n'y a aucune intuition. Au contraire, ça va même contre l'intuition qu'on avait. On pensait qu'on avait résolu le problème. Ben non, il y a la moitié des gens pour qui ça a créé un autre problème. Ok, bon, là c'est un retour utilisateur quantifié qui va être le point de départ d'un nouveau projet. Et là, il n'y a aucune intuition, mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc ça marche avec les deux. Le point commun des deux points de départ, c'est le fait peu importe le point d'entrée, on pense qu'il y a toujours matière à clarifier ce qu'on va devoir amener en délivré. Voilà. Pour ceux qui expérimentent souvent, qui travaillent avec des fondateurs ou même avec des CEO très, très, très vocaux, qui expérimentent souvent ça, le côté j'ai une idée, il faut y aller, on se rend compte souvent que l'idée elle est souvent juste. Par contre, elle n'est pas précise. Et donc, ça arrive souvent que des équipes, elles commencent, ok, il a dit ça, alors on le fait. Et puis rapidement, ils avancent, ils créent une solution. Et puis, non, mais c'est pas ça que je vous disais. Et ça, on le vit régulièrement. Je pense que la méthode, ce qu'elle permet de faire dans ces cas-là, c'est de clarifier, en fait. Donc, la vision est pas forcément fausse, elle est même peut-être très juste. C'est juste qu'elle est floue, elle n'est pas claire. Et les équipes, ils ont du mal à travailler avec ça. Donc, chaque étape permet de clarifier et de revenir en arrière, de dire voilà, tu as cette vision-là, maintenant on est d'accord que c'est ça l'objectif. Hein. Oui, ok, d'accord, tac, et on continue. Et on est d'accord que c'est ça le use case. Et régulièrement, on réajuste, on dit non, c'est pas ce que j'avais en tête. Donc c'est vraiment toujours cet outil de clarification qui pour le coup est très utile dans les boîtes avec un CEO, un founder visionnaire justement. Donc c'est aligner et engager les équipes. Ouais. Et ça les aide, hein, les équipes, une fois que c'est clarifié, ça les aide énormément à s'engager. C'est difficile, hein, ces boîtes où on essaie de transformer des visions floues en une solution trop rapidement, en fait. Voilà. Juste une question. Là, c'est plus en rapport avec la persona, parce que vous avez dit on cible bien le marché et à qui on s'adresse. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des équipes qui ont du mal à définir la personne l'utilisateur à qui il s'adresse? Je dirais du mal à choisir l'utilisateur auquel il s'adresse. Ouais. C'est souvent une question de choix, plus qu'une question. Donc, c'est souvent très large. Et on se rend compte que, comme tous les livrables, la grosse valeur, c'est d'aller vers du choix. Donc, en tout cas, de mon expérience, c'est surtout ça que j'ai vu. C'est des envies très très larges qui, sur le papier, sont ambitieuses, on peut appeler ça ambitieux, où on a de l'envie, etc. Mais on n'arrive pas à les adresser parce que c'est trop large. Donc moi, ce que je vois le plus souvent, c'est ça. C'est pas je sais pas, c'est je veux trop. Et donc je patauge. Et donc les designers, c'est extrêmement compliqué pour eux aussi. Donc voilà, pour ta question, pour moi, c'est une histoire de choix, comme à chaque étape. Hein. C'est très difficile. Et bon, les designers, ils aiment aussi la simplicité, ils aiment enlever des choses. C'est un travail très ingrat. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile, la convergence, c'est que c'est ingrat. On félicite rarement d'avoir enlevé quelque chose. Par contre, on condamne très vite on félicite rarement d'enlever quelque chose qui ne servait à rien. Par contre, on condamne très vite d'avoir enlevé quelque chose qui servait à quelque chose. Et donc, il y a un peu que des coups à prendre, si je caricature, et c'est ça qui est très dur, c'est qu'il faut s'apprêter, il faut avoir cette conviction que sans convergence, on n'a que des choses molles, donc il faut faire des choix, et faire des choix, c'est prendre un risque. Et moi, je pense que fondamentalement, c'est pour ça qu'on a réussi à beaucoup élever le niveau de divergence. Il y a 15 ans, faire un brainstorm avec des gens en leur disant « balancer des idées, si vous dites des bêtises, ça n'a pas d'importance », c'était difficile. Aujourd'hui, c'est devenu très naturel, on arrive bien à ça. Mais on a beaucoup plus de mal à faire un meeting où on dit on a 35 solutions de ce meeting, il faut qu'il n'en sorte qu'une seule. Et ce n'est pas avec un vote anonyme qu'on va y arriver. C'est avec des vraies prises de décision. On va prendre une dernière question. Ouais.
sur ce que tu disais, quand il fallait envoyer le livre à l'éditeur, moi, il y a une formule d'un auteur de roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Mathieu, et qui dit, quand il envoie son dernier roman à l'éditeur, il dit il faut faire le deuil de la perfection. Et je trouvais cette idée-là intéressante, et pour lui c'était aussi très difficile. Alors ma question, c'est plutôt sur les phases de convergence. Et dans le double diamant, il y en a 2. Et là, j'ai bien compris, il y en a 7 maintenant que j'ai. Et en tout cas, sur les projets auxquels j'ai participé, elles sont souvent douloureuses, enfin vécues comme étant douloureuses, parce qu'il faut choisir. Choisir, c'est presque discriminer certaines idées par rapport à d'autres, en fait, d'une certaine façon. On met à la poubelle parfois certaines choses. Voilà, on fait le deuil aussi de certaines idées. Et est-ce que chez vous, et dans la façon dont vous avez expérimenté cette méthode chez Blablacar, et ben ces phases de convergence sont moins douloureuses, ou est-ce qu'elles le sont finalement tout autant? Je ne crois pas que la douleur disparaît, je crois qu'on s'habitue à la douleur. Après, en fait, ouais, moi je crois qu'il y a une histoire de comprendre intellectuellement ou intuitivement que cette difficulté-là, c'est le signe qu'on est en train de commencer à faire des choix intéressants. Donc une fois que tu commences à comprendre ça, quand tu entres dans ces phases de convergence qui sont parfois source de tension, etc., tu respectes aussi le travail qui est fait par les autres personnes, de pousser un avis, d'être en désaccord, de l'exprimer. Tu te rends compte que c'est pas personnel, que c'est pas, ils sont pas en train de mettre leur ego en avant, ils sont en train d'alimenter la meilleure décision. Et donc de comprendre ce qui est en train de se passer, ça aide, je crois. Mais le fait d'avoir des livrables dans la méthode, déjà ça clarifie c'est quoi le rendu final. C'est-à-dire que si tu n'as pas défini c'est quoi le point de convergence à l'avance, c'est encore plus difficile à un moment de s'arrêter. Alors que là, à un moment, le tweet, tu dis ok, ça y est, on l'a en fait. Enfin, tu arrives à savoir à quoi ça ressemble d'avoir atteint quelque chose, donc ça aide beaucoup. Il y a une autre chose qui aide selon nous, c'est on pense que c'est pertinent aux différentes étapes de définir à l'avance qui va être responsable de faire le choix ultime. Plutôt que d'avoir un système de faut qu'il y ait un consensus ou un système de vote, etc., de se poser la question, en fait, à cette étape-là, en fonction des expertises qu'il peut y avoir dans l'équipe, et là, ça peut dépendre du nombre de personnes, des boîtes, des expertises, etc., mais qui serait le plus à même de faire le choix du tweet, par exemple, en fonction de son expertise, sa sensibilité, sa connaissance du projet, il peut y avoir plein de critères, mais de le définir, en fait, plutôt que de se dire, tiens, c'est un choix du groupe. Maintenant, là, on a une étape où, en fait, une expertise en positionnement marketing pourrait sûrement, à partir de toutes les informations qui ont été partagées, être intéressant pour trancher. Donc ça, c'est une manière de le faire. C'est un responsable, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que les autres, ça ne veut pas dire qu'ils s'écrasent et qu'ils ne défendent pas leurs idées, mais ils respectent le fait qu'à un moment, on choisit, on avance. Pour le coup, ça, dans le design sprint, c'est mon wow moment de la lecture du livre. C'est ce qu'ils appellent alors je me souviens plus du terme, le master vote ou le power vote, où tout le monde peut voter. Enfin, c'est indicatif. Il y a quelqu'un qui est le responsable et qui va prendre cette décision. C'est cette même logique. Et là, pour le coup, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. En complément de ce sujet-là de douleur, quand je reconnais des designers, parce qu'on recrute toujours des designers, comme ça, on cherchait à recruter des gens qui étaient plus obsédés par les problèmes qu'ils cherchaient à résoudre que par les solutions qu'ils avaient imaginées. Ça, c'est peut-être un moyen de justement réduire la douleur que tu as, de laisser des solutions de côté. Et ça me suggère une dernière question, j'ai dit que c'était la dernière, il y a une dernière question qui m'est venue, c'est dans quelle mesure ça a changé notre façon de recruter, de rationaliser cette méthode de discovery discipline. Ouais. Est-ce que ça a changé des choses sur le recrutement? Pas mal, oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec des étudiants. Alors, je parle pour moi, Rémi, tu diras si tu es d'accord avec ça, mais il y a eu plein de rôles chez les designers. Il y a eu des designers très UX, il y a des designers très UI, il y a plein de spécialités en fait. Moi, au fond de moi, j'ai toujours eu du mal à imaginer un designer qui ne se préoccupe pas de l'ensemble de la chaîne, en fait.
Qui ne soit pas spécialisé dans l'ensemble de la chaîne, je le comprends très bien et je le suis pas évidemment. Par contre, qui n'apporte pas une attention particulière, ça je le comprends peu. Et donc typiquement des designers qui vont nous dire nous on travaille beaucoup sur la partie amont, mais par contre on va vous livrer des wireframes et après c'est plus notre problème. Je respecte complètement ça, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais la culture qu'on a développée pour le recrutement, c'est pas celle-là. Je crois que si je fabriquais une chaise, je m'intéresserais jusqu'à la texture de la peinture de la chaise. Je ne suis pas peintre, je ne saurais même pas choisir la peinture. Mais par contre, je serais là en permanence pour voir l'évolution de ça. Un architecte, j'ai du mal à croire qu'un architecte, après avoir dessiné des plans, il se détache de la construction et de la finalisation et que ce ne soit pas le dernier sur le chantier, une fois que tous les ouvriers sont partis, à regarder encore. Donc ça, pour moi, c'est important. Et donc c'est vrai que en fait, ces 7 étapes, elles reflètent un petit peu ce qui nous paraît être les 7 points importants d'attention. On attend bien sûr plus le craft d'un designer sur la partie conception que sur la partie définition de la cible business. Mais on le disait tout à l'heure, c'est une ossature du projet. Et donc dans la manière dont on recrute, on s'attend à ce qu'un designer il ait un avis ou une attention sur l'ensemble du process. Donc oui, ça a beaucoup influencé les choses. Moi, je suis très, très mauvais en recrutement, donc j'ai rien à rajouter. Ça marche. Le bouquin, si on a envie de creuser, il y a un site. Oui, il y a un site qui s'appelle discovery-discipline.com. Donc le livre, donc je le remontre, il est disponible. Il a été victime de son succès, c'est mieux. Il a été victime de son succès. Donc on a la semaine dernière, dans quelques jours après sa sortie, c'était le numéro 1 des ventes sur Amazon, toutes catégories confondues, ce que je ne comprends toujours pas. Avec vous, voilà. Mais il reste bien sûr plein d'exemplaires. Il est disponible en français. Il va être disponible en anglais et en espagnol bientôt. Et donc pour nous, là, le prochain chantier, c'est de transformer ce livre en une formation dédiée qu'on va mettre à disposition des personnes pour qui, soit par rapport à la discussion qu'on est en train d'avoir, soit en lisant le livre, se disent ok, on a envie d'investir à fond là-dedans, peut-être dans notre équipe. Et dans ce cas-là, pour nous, c'est un livre qui est né de la pratique. Et donc on est ravis très rapidement de revenir dans la pratique. Donc on va proposer une formation qui va être là. Donc en ce moment, on réfléchit à c'est quoi un format de formation qui serait adapté à ça. En ce moment, je réfléchis beaucoup au concept d'escape game. Donc voilà, s'il y a un escape game Discovery Discipline, c'est possible. C'est pas sûr, mais voilà, c'est mon intuition du moment. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci Julien. Merci.